degrés pendant 30 ans. Au moment où Sandrine a convoqué cette réunion, j'étais ingénieur principal de l'usine et France Auto Composants avait mon numéro direct pour les moments où leurs expéditions d'acier devaient respecter des spécifications précises de carbone. C'est ce qui a rendu ce qui s'est passé ensuite si prévisible. La température dans cette salle de conférence vitrée semblait anormale dès que je suis entré. Sandrine était déjà assise, un document imprimé devant elle, son visage figé dans ce qu'elle avait probablement pratiqué pour ses présentations de MBA. Une inquiétude professionnelle, comme regarder une jauge de pression monter dans la zone rouge. À côté d'elle se trouvait Isabelle des ressources humaines, 50 ans, là depuis 8 mois, venant d'un cabinet de conseil spécialisé dans l'optimisation des effectifs. Elle parlait de transformation numérique depuis sa première semaine. Je savais ce que cela signifiait. Cela signifiait que les fours fonctionneraient tout seuls, selon ses feuilles de calcul. Jean-Pierre, nous voulons discuter de la restructuration des rôles, a dit Sandrine. Elle a fait glisser le papier sur la table. L'intitulé de mon poste était surligné en jaune. En dessous, une liste de responsabilités qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais réellement. Documentation des processus, analyse des flux de travail, intégration des systèmes numériques, supervision administrative. Pas un seul mot sur les appels que je prenais à minuit quand le profil thermique du four numéro 3 devenait instable. Rien sur Marc Lefebvre chez France Auto, qui m'appelait directement depuis 15 ans parce qu'il savait que lorsqu'un lot de traitement thermique échoue aux spécifications avec 1 million d'euros d'acier automobile en jeu, on n'a pas le temps pour les files d'attente du service client. Nous avons besoin que vous opériez dans ces paramètres à l'avenir, a dit Sandrine. Elle avait le calme exercé de quelqu'un qui avait déjà prononcé ce discours. Cela crée une responsabilité plus claire et s'aligne sur nos initiatives numériques. J'ai regardé le papier. J'ai regardé Isabelle, qui étudiait sa tablette. J'ai regardé Sandrine, qui m'étudiait comme si j'étais une lecture de température qu'elle ne pouvait pas tout à fait interpréter. Compris, ai-je dit. Je le suivrai exactement. En retournant à mon poste de travail, j'ai fait les calculs dans ma tête. Le prêt immobilier avait encore 5 ans. Catherine développait son cabinet d'expertise comptable mais ce n'était pas encore un revenu stable. Notre fils Thomas était déployé à l'étranger avec le génie militaire, nous couvrions ses remboursements de prêts étudiants pendant qu'il était sur le terrain. Notre fille Élodie prévoyait son mariage pour le printemps prochain. Il comptait sur mon salaire, et Sandrine le savait. C'est pourquoi elle avait l'air si à l'aise dans ce fauteuil. Mais voici ce que Sandrine ne comprenait pas à propos de 30 ans d'expertise thermique. La connaissance ne disparaît pas simplement quand on écrit une nouvelle description de poste. Elle se déplace. Et j'avais des choix à faire sur l'endroit où elle irait. Cet après-midi-là, Marc a envoyé son message habituel. L'eau du four numéro 2, teneur en carbone trop élevée. Pourrais-je guider son équipe à travers la séquence de refroidissement pour ramener la spécification dans la tolérance? Pendant 15 ans, je l'aurais eu au téléphone en moins de 2 minutes. Je connaissais ce four comme un horloger connaît un mouvement qu'il a ajusté 1000 fois. Pas d'après un manuel, mais au ressenti. Je savais quelle sonde de température indiquait 10 degrés de moins à cause du décalage thermique de l'installation du réfractaire en 2018. Je connaissais le taux de refroidissement exact pour ajuster la teneur en carbone sans fissurer l'acier. Les ingénieurs de Marc ne savaient rien de tout cela. Personne d'autre aux aciéries de Lorraine non plus. J'ai ouvert la description de poste que Sandrine m'avait donnée, je l'ai lu une fois de plus, et j'ai répondu à Marc. Veuillez adresser vos demandes d'assistance technique à notre équipe de solutions clients. Mon rôle actuel est limité à la documentation des processus et à la supervision administrative. Ils vous apporteront le soutien dont vous avez besoin. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu. Le silence a duré 18 minutes. Puis mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel venait de Valérie Martinez, vice-présidente des opérations. Jean-Pierre, je viens de recevoir un message de Marc Lefebvre. Que se passe-t-il? J'opère dans le cadre fourni par les ressources humaines. Si vous souhaitez que je reprenne des responsabilités de support technique, j'aurai besoin que cela soit consigné par écrit. Allez, Jean-Pierre. Nous travaillons tous pour les mêmes objectifs. Ravi de soutenir ces objectifs. Mettez à jour ma fiche de poste et je vous aiderai. Elle a raccroché. Sandrine a appelé 6 minutes plus tard. L'assurance de la salle de conférence se refroidissait déjà. Jean-Pierre, France Auto est notre plus gros compte.
Nous avons besoin de flexibilité ici. Je comprends cela. Ajoutez le support technique en direct à mon périmètre écrit et je serai flexible. Nous n'avons pas besoin de réviser la documentation. Utilisez simplement votre bon jugement. Mon jugement me dit de suivre les paramètres écrits que vous avez fournis ce matin. Elle a raccroché aussi. À 18 h, j'avais 14 appels manqués. Chacun d'eux était une version du même message. Réparez ça. Aucun d'entre eux n'était prêt à mettre par écrit ce qu'ils attendaient parfaitement depuis des années sans documentation, à savoir que mon vrai travail, le travail dont l'usine avait réellement besoin, ne ressemblait en rien à ce qui apparaissait sur ce papier surligné. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais passé l'après-midi à être très productif. J'écrivais la documentation des processus, exactement ce que ma description de poste exigeait. Une documentation détaillée, approfondie, techniquement précise de chaque protocole de traitement thermique, de chaque séquence d'étalonnage de four, de chaque courbe de refroidissement pour les spécifications d'acier de France Auto. De beaux documents, totalement inutiles pour quiconque n'est jamais resté à côté de ces fours et n'a jamais appris à lire les modèles thermiques comme une langue. J'ai aussi passé un appel téléphonique qui ne figurait dans aucune description de poste. J'ai appelé le portable de Marc, pas la ligne principale de France Auto. Marc, je ne veux pas entrer dans les détails, mais les choses changent par ici. Si quelque chose arrive et que les canaux normaux ne fonctionnent pas, appelle-moi directement. Pas l'usine. Moi. Il est resté silencieux une seconde. Tu vas bien, Jean-Pierre? Je prends mes précautions. C'est tout. Compris. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine avec Catherine et j'ai tout exposé. Les factures d'un côté, mes notes de l'autre. Mensualité du prêt immobilier 1700 €. Couverture du prêt de Thomas que nous gérions 500 € par mois. Frais de mariage d'Élodie pour lesquels nous nous étions engagés à hauteur de 15 000 €. Ma cotisation de retraite complémentaire que je ne pouvais pas me permettre de toucher. Catherine a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses chez elle que je n'ai jamais tenues pour acquises après 30 ans de mariage. Tu penses qu'il prévoit de te licencier? A-t-elle demandé. Il monte un dossier. Où il pense le faire? À quoi ressemble ton dossier? J'ai tapoté le dossier à côté de ma tasse de café. Chaque email, chaque journal d'appel, la description de poste originale de quand j'ai été promu contre la nouvelle que Sandrine m'a remise. L'écart entre ces deux documents était l'endroit où vivaient 30 ans de travail réel. S'il me licencie, il paie des indemnités. Et j'ai de la documentation qui montre exactement ce que je faisais réellement par rapport à ce qu'ils prétendent être mon rôle. Catherine est restée silencieuse une minute. Et s'il ne te licencie pas? Alors je continue à suivre la fiche de poste qu'ils m'ont donnée. Exactement. Elle m'a regardé comme elle le fait depuis que nous avons 20 ans, comme si elle savait déjà ce que j'avais décidé et qu'elle attendait juste que je finisse de le dire à voix haute. Nous trouverons une solution dans tous les cas, Jean-Pierre. Nous le faisons toujours. 30 ans. Elle le pensait toujours à chaque fois. La pression à l'usine a augmenté rapidement après cela. Mercredi, j'avais été discrètement retiré de 2 réunions de production que je dirigeais depuis 8 ans. Mon accès au système de surveillance des fours en temps réel a été suspendu. Examen de sécurité de routine, selon le ticket informatique. Sandrine avait apparemment décidé que si je ne coopérais pas, elle accélérerait le calendrier qu'elle avait déjà en tête. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'aucun de ces mouvements ne changeait quoi que ce soit à ce que je savais. On peut révoquer un identifiant. On ne peut pas révoquer 30 ans de compréhension du comportement de l'acier sous contrainte thermique. Jeudi matin, Sandrine est venue directement à mon poste de travail. Pas de salle de conférence cette fois. Pas d'Isabelle en renfort. Elle se tenait au bord de mon bureau comme si elle ne savait pas si elle devait s'asseoir. Jean-Pierre, je vais être direct avec vous. J'apprécierais cela. Nous traversons une transition stratégique. Certains rôles vont évoluer. Je pense qu'il y a toujours une place pour vous ici, mais cela nécessite une certaine adaptation. J'ai enregistré le document sur lequel je travaillais, la documentation des processus, exactement selon ma fiche de poste, et j'ai levé les yeux vers elle. Sandrine, je suis tout à fait adaptable. Je fais précisément ce que vous et Isabelle avez décrit lundi. Si vous voulez un résultat différent, la solution est juste là. J'ai pointé la description de poste imprimée scotchée à mon écran.
Mettez à jour ce document. Sa mâchoire s'est légèrement crispée. Je ne pense pas que vous compreniez la position dans laquelle vous vous mettez. Je pense que je la comprends très clairement. Elle est partie sans un mot de plus. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. Pas de Marc, pas de Valérie Martinez. D'un indicatif régional de l'Est de la France. Jean-Pierre. La voix avait 75 ans et avait toujours la même franchise qu'à mes débuts. Bernard de Saint-Albin, l'homme qui avait bâti l'usine pour en faire un fournisseur d'acier majeur avant de la vendre au groupe d'investissement qui avait fini par installer Sandrine Foster comme directrice générale. Bernard, quel plaisir de vous entendre. Passons les amabilités. J'ai parlé à Marc Lefebvre et quelqu'un m'a transféré une chaîne de mails que j'ai trouvée très préoccupante. Dites-moi ce qui se passe là-bas. Je lui ai tout dit. La réunion, la fiche de poste, la révocation des accès. Sandrine à mon bureau ce matin. Bernard a écouté sans interrompre. Une habitude que j'avais toujours respectée chez lui. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment. Puis il a dit. J'ai vendu aux mauvaises personnes. Je le sais depuis environ 18 mois. Je suis désolé, Jean-Pierre. Vous n'auriez pas pu prévoir tout cela. J'aurais pu faire un meilleur audit préalable. C'est ma responsabilité. Une autre pause. Je veux que vous sachiez quelque chose. Quoi que vous décidiez de faire ensuite, quelle que soit la direction que cela prendra, vous avez mon soutien. Et ma liste de contacts est encore assez complète. Cet appel a duré 12 minutes. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis dans ma Peugeot dans le parking pendant un moment avant de rentrer chez moi. Le fondateur de l'entreprise venait de me dire que j'avais raison, et il venait de me donner quelque chose qu'aucune indemnité de départ ne pourrait reproduire, de la crédibilité dans une industrie où les relations sont tout, et une porte ouverte sur 40 ans de ses contacts. Le four numéro 2 est tombé gravement en panne le mardi suivant. Pas un petit ajustement, une défaillance thermique complète. L'équipe de Marc travaillait sur le problème sous-jacent depuis 4 jours. Le genre de solution de contournement qui ressemble à une solution jusqu'à ce que tout le système s'effondre d'un coup. Au moment où le four numéro 2 est devenu froid, le four numéro 1 avait développé ce que les ingénieurs de Marc appelaient une instabilité thermique. Des pics de température aléatoires toutes les 70 à 90 minutes sans schéma cohérent. Je savais exactement ce que c'était, une défaillance du revêtement réfractaire qui se développait depuis des mois, créant des points chauds qui faussaient tout le profil thermique. J'avais remarqué les premiers indicateurs en septembre lors d'une inspection de routine, je l'avais noté dans mes carnets. Pas dans un rapport officiel, ce genre d'observation vivait dans la couche non officielle de mon travail. La partie qui n'apparaissait pas sur le document surligné de Sandrine. France Auto avait 1,5 million d'euros d'acier automobile prêt pour la livraison de vendredi. Renault avait des délais d'expédition stricts. C'était mardi matin. Marc a appelé mon portable à 7h23. Jean-Pierre, je n'appelle pas l'usine. Je t'appelle toi. C'est grave à quel point. Les 2 fours sont à l'arrêt. Mes ingénieurs sont dessus depuis 2 heures du matin et ils se heurtent à des murs. Votre équipe de solutions client m'a renvoyé entre 6 personnes différentes et personne n'est venu sur notre sol de production. Je savais ce que je devais faire, et je savais que ce que je dirais ensuite allait changer la structure de ma vie professionnelle de façon permanente. J'y pensais depuis lundi. Catherine et moi en avions discuté 2 fois. Marc, je ne peux pas t'aider en tant qu'employé de l'usine. Ce n'est pas dans mon périmètre actuel. Mais je vais poser un congé personnel aujourd'hui. À partir de demain matin, je serai disponible en tant que consultant indépendant en système thermique. Tu aurais besoin d'un accord direct, pas par l'intermédiaire de l'usine. À quoi cela ressemblerait-il? Stabilisation d'urgence. Je viens, j'identifie la cause profonde, je restaure les 2 fours aux spécifications. Un périmètre propre, un calendrier clair. J'ai pensé au prêt immobilier, au mariage d'Élodie. À 4 années de plus à regarder Sandrine Foster prendre des décisions sur des processus qu'elle n'avait jamais surveillés personnellement. 45 000 € pour la réparation immédiate. J'ai besoin de 2 semaines et je documenterai des solutions permanentes pour les 2 systèmes. 15 000 € supplémentaires. Attends. 20 minutes plus tard, Marc a rappelé. Le service juridique a confirmé. Le conseil d'urgence en système thermique ne relève pas de notre contrat de service avec l'usine.
Envoie-moi un modèle de contrat ce soir. Tu l'auras d'ici 20 heures. J'ai appelé Catherine sur le chemin du retour. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Eh bien, a-t-elle dit. Je pose mes congés demain. Un moment de silence. Je vais préparer le dîner. J'ai soumis ma demande de congé personnel à 8h45 le lendemain matin. 35 minutes plus tard, Sandrine a appelé. Jean-Pierre, nous voyons que vous avez demandé un congé. Étant donné la situation actuelle avec France Auto, le moment est mal choisi. C'est un congé personnel. J'ai 21 jours acquis. La politique des ressources humaines me permet de les utiliser avec un préavis de 24 heures pour des raisons personnelles. Je comprends la politique. Je vous demande de reconsidérer le moment. J'apprécie cela. Le congé est maintenu. Elle a changé de tactique. Nous entendons également dire par France Auto qu'il pourrait engager un consultant extérieur pour un soutien d'urgence. Je veux être clair sur le fait que l'usine a une relation de service exclusive avec France Auto. Tout conseil extérieur qui entrerait en conflit avec cet accord créerait une exposition juridique. J'attendais cela. Vérifiez la section 7 de l'accord de service entre l'usine et France Auto. L'usine couvre le traitement thermique standard, la maintenance programmée et le support technique de routine. Le conseil d'urgence en système thermique ne relève pas de ce périmètre. L'équipe juridique de Marc l'a examiné hier. Silence. Je vous encourage à demander à votre propre équipe juridique de l'examiner avant de formuler des réclamations. Bonne matinée. Je me suis rendu à l'installation de France Auto et j'ai retrouvé Marc à l'entrée principale. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis samedi. Nous nous sommes serrés la main et avons parcouru l'usine sans trop parler. C'est ainsi que cela a toujours fonctionné avec Marc. Il n'avait pas besoin d'explications, et moi non plus. L'atelier de production était plus calme qu'il ne l'aurait dû à 9 heures. Quelques techniciens debout près du four numéro 1 regardaient des tablettes, exécutant des diagnostics qui n'allaient pas trouver ce que je savais déjà être là. Le four numéro 2 était complètement froid. Explique-moi ce que ton équipe a vérifié, ai-je dit. Marc m'a tendu une impression. Ils avaient passé en revue la liste standard. Capteur de température, régulateur de pression, étalonnage de l'alimentation en gaz du système de chauffage, tout était dans les tolérances. Ce qui signifiait qu'ils regardaient les symptômes au lieu des causes. J'ai d'abord examiné le four numéro 2, je me suis tenu devant le panneau de commande principal et j'ai juste écouté. Cela ressemble à quelque chose qu'on dit pour les faits, mais c'est ainsi que cela fonctionne après assez d'années. Les fours ont des signatures thermiques, et quand quelque chose ne va pas, la signature change. Même quand tout est techniquement conforme aux spécifications. Il y avait une légère irrégularité dans l'intervalle du cycle de refroidissement. Pas grand-chose, peut-être 30 secondes de décalage. La plupart des gens ne le remarqueraient pas. Je l'ai remarqué en environ 6 minutes. Votre revêtement réfractaire sur la chambre secondaire a lâché. Il chauffait légèrement trop depuis des mois. À lui seul, le four numéro 2 pouvait compenser, mais une fois que le four numéro 1 a commencé à puiser dans la même alimentation en gaz pendant les cycles de pointe, la variance thermique a commencé à s'aggraver. C'est là votre schéma d'instabilité. Marc m'a dévisagé. Combien de temps aurait-il fallu à mes ingénieurs pour trouver ça? Difficile à dire. Les lectures de diagnostic pointent partout sauf là. Comment as-tu su où regarder? J'avais noté un premier indicateur dans mes carnets en septembre. Ce n'est jamais apparu dans un rapport formel. Je n'ai pas élaboré sur le pourquoi. Nous avons tous les deux compris. Nous avons remplacé les sections réfractaires cet après-midi-là. Les matériaux étaient dans l'inventaire de maintenance de France Auto. J'avais recommandé de stocker ce composant spécifique 3 ans plus tôt après avoir vu le même schéma de défaillance dans une autre installation. À 17 heures, le four numéro 2 était de nouveau conforme aux spécifications. À la fin de la journée de jeudi, l'instabilité thermique sur le four numéro 1 avait complètement disparu. Marc se tenait à côté de moi en regardant les deux fours fonctionner et n'a rien dit pendant presque une minute. La livraison de vendredi est de nouveau dans les temps, a-t-il dit enfin. Renault aura son acier. Il a hoché la tête lentement. Que se serait-il passé si tu étais encore assis dans ce bureau à écrire de la documentation de processus? Je n'ai pas répondu à cela. Nous le savions tous les deux. Sandrine a appelé jeudi matin alors que je finissais la documentation chez France Auto.
Jean-Pierre, nous comprenons que vous avez été sur place chez France Auto en tant que consultant extérieur. Cela nous met dans une position compliquée. Elle avait cessé d'utiliser mon surnom. Un signe que j'avais remarqué auparavant chez les managers qui perdaient le contrôle. Je suppose que vous voulez dire JP. Je suis en congé personnel, Sandrine. Ce que je fais pendant mon congé personnel ne regarde que moi. Pourvu que cela ne viole pas une clause de non-concurrence valide ou n'entre pas en conflit avec un contrat de l'usine. Votre équipe juridique a maintenant eu 48 heures pour examiner l'accord avec France Auto. Je suppose qu'ils ont confirmé ce que l'équipe de Marc a trouvé. Silence plus long cette fois. Nous aimerions discuter de votre retour. Je ne reviens pas en tant qu'employé. Alors que proposez-vous? Je ne propose rien. Si l'usine veut discuter d'un accord de conseil, mettez quelque chose par écrit et envoyez-le-moi. Je l'examinerai. Elle a envoyé un projet le lendemain matin. C'était bas. 65 000 € d'honoraires annuels. Périmètre vague, une clause de confidentialité de 4 paragraphes. Je l'ai transféré à Bernard de Saint-Albin avec une ligne. J'ai pensé que vous voudriez voir ça. Bernard a appelé Marc cet après-midi-là. Je n'étais pas dans l'appel, mais Marc m'en a parlé après, presque mot pour mot. Bernard avait dit. Marc, je veux te demander quelque chose directement. Si l'usine ne trouve pas un moyen de rendre Jean-Pierre disponible pour le support thermique sur ton compte, qu'est-ce que cela signifie pour ta relation avec eux? Marc avait dit. Honnêtement, Bernard, Jean-Pierre est la raison pour laquelle nous sommes restés à travers 2 changements de propriétaire et 3 restructurations de direction. Nous devrions sérieusement évaluer nos options. Bernard avait dit. J'apprécierais que vous partagiez cela avec Sandrine Foster. Marc l'a fait. L'offre révisée est arrivée 3 jours plus tard. 60 000 € pour terminer le travail de documentation immédiat. 135 000 € d'honoraires annuels pour le conseil continu, la capacité de réponse d'urgence, les examens trimestriels du système et une clause que j'avais demandé à Bernard de suggérer discrètement. Un droit de préemption sur 5% du capital si l'usine était vendue dans les 3 ans. Sandrine a résisté sur la partie capital pendant 48 heures. Puis l'équipe des achats de France Auto a envoyé à l'usine un avis formel indiquant qu'ils évaluaient des fournisseurs alternatifs pour leur prochaine phase d'expansion. Sandrine a signé la clause de capital le même après-midi. Valeur totale de la première année, 180 000 €. Plus que ce que j'avais gagné au cours de n'importe quelle année en tant qu'employé de l'usine. Je me suis assis dans ma voiture sur le parking de France Auto et j'ai appelé Catherine. C'est fait, ai-je dit. Tout est fait. Tout. 180 000 € la première année et je possède une partie de l'entreprise Sylvande. Elle est restée silencieuse assez longtemps pour que je vérifie si l'appel n'avait pas coupé. Catherine? Je suis là. Sa voix était ferme. Rentre à la maison. Je prépare ce bœuf bourguignon que tu aimes. Je suis resté là encore 1 minute après avoir raccroché, regardant l'usine de France Auto à travers le pare-brise. 200 personnes travaillant là-dedans, des fours fonctionnant à l'heure, Renault recevant son acier à temps. C'est toujours à cela que cela revenait. Pas la restructuration d'entreprise, pas les descriptions de postes, pas les initiatives numériques de Sandrine Foster. Juste le travail bien fait par quelqu'un qui savait comment. J'ai démarré la voiture et je suis rentré chez moi. 2 semaines après avoir signé le contrat avec l'usine, Catherine et moi étions assis en face de Maître Girard, notre conseillère financière, dans son bureau en centre-ville. Maître Girard a posé les chiffres sur la table comme elle le fait toujours. Pas de complications, pas d'argumentaire de vente, juste les mathématiques. Avec les revenus de conseil ajoutés à vos cotisations de retraite existantes, vous envisagez une retraite à 58 ans au lieu de 72, a-t-elle dit. Peut-être 56 ans si le contrat de France Auto se renouvelle au même taux. Catherine a tendu la main et a posé sa main sur mon bras. Maître Girard a fait glisser une autre page. L'autre chose qui mérite d'être discutée est les frais de mariage d'Élodie. Vous pourriez couvrir le solde sans toucher à l'épargne retraite. Nous avions dit à Élodie pendant 6 mois qu'elle devrait rester simple. Nous le pensions à l'époque. Les chiffres n'avaient tout simplement rien permis d'autre. Ce soir-là, j'ai appelé Élodie à son appartement. Papa, tout va bien? Mieux que bien. Ta mère et moi voulons parler de ton mariage. J'ai déjà un plan. Je vais gérer le budget.
Tu n'auras peut-être pas à le faire. Les choses ont un peu changé. Silence, puis. À quel point les choses ont-elles changé? Assez pour que l'organisation de ton mariage ne soit plus quelque chose dont tu doives t'inquiéter. Elle s'est tue assez longtemps pour que je pense qu'elle pleurait. Ce n'était pas le cas. Élodie ne fait pas cela facilement, ce qu'elle tient de Catherine. Papa, tu es sérieux? Je suis sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Une longue histoire. La version courte est que j'ai arrêté de faire 2 boulots pour le prix d'un. Elle a ri. Le vrai rire. Celui qu'elle a depuis qu'elle a 12 ans. Il était temps. Quand j'ai raccroché, Catherine se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de le faire. Philippe est venu me voir la semaine suivante. Nous avions travaillé ensemble à l'usine pendant 8 ans, même génération que moi, même expérience de voir des entreprises décider progressivement que ce que vous aviez construit ne valait pas ce qu'il en coûtait pour vous garder. Sandrine avait fait exactement cela 6 semaines après la résolution de ma situation. J'ai entendu ce qui t'est arrivé, a dit Philippe. Est-ce que tu fais ce que je pense que tu fais? Créer un cabinet de conseil. Je cherche un partenaire qui connaît l'ingénierie des processus comme toi. Ma femme me dit de faire quelque chose comme ça depuis 4 ans. Philippe avait 49 ans, le même parcours que moi, la même expérience de voir la direction décider progressivement que la connaissance institutionnelle était un coût au lieu d'un atout. Nous avons parlé pendant 90 minutes lors de ce premier appel. À la fin, Brennan Fletcher Solutions Techniques existait sur le papier. En moins de 45 jours, nous avions 4 clients. Philippe en a apporté 3 autres avant la fin du 3e mois. Nous n'essayions pas de construire quelque chose avec 50 employés et un siège social. Nous essayons de faire du bon travail pour des entreprises qui comprenaient réellement ce qu'elles achetaient. Le travail était constant. Les clients étaient directs. Personne ne nous remettait de description de poste surlignée en nous disant de rester dans notre périmètre. Environ 14 mois après avoir quitté l'usine, Sandrine Foster a appelé et a demandé si je pouvais la rencontrer pour un café. J'ai failli dire non. Puis j'y ai réfléchi et j'ai décidé qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Elle paraissait plus vieille. La posture assurée de cette salle de conférence était toujours là, mais elle demandait plus d'efforts qu'avant. Le bruit courait dans l'industrie que l'usine avait perdu 2 autres comptes majeurs après des problèmes de traitement thermique mal gérés. Nous ne pouvons pas combler le vide, a dit Sandrine. Elle a entouré sa tasse de café de ses 2 mains. Nous avons publié le poste 4 fois. Les jeunes ingénieurs connaissent la théorie, mais ils se bloquent quand un four tombe réellement en panne. Les personnes expérimentées à qui nous avons parlé demandent plus que ce que nous pouvons offrir. Elle a levé les yeux. Je veux comprendre ce que j'ai fait de mal. Je lui ai donné une réponse honnête. On ne comble pas un manque de connaissances en réécrivant une fiche de poste. On le comble en valorisant l'expertise avant la crise, pas après. La couche non officielle du travail de quelqu'un, les appels de minuit, les relations, la reconnaissance des schémas, est souvent la chose la plus coûteuse à perdre et la plus difficile à remplacer. Elle a écouté, a pris des notes. Quand l'addition est arrivée, elle l'a prise. Je m'en occupe, ai-je dit. Mon tarif standard est de 250 € de l'heure. Nous discutons depuis environ 40 minutes. Elle m'a regardé. Puis elle a ri. Sincèrement. Elle a sorti une carte de visite. Envoyez-moi une facture. Je l'ai fait. 4 mois plus tard, une note est arrivée de Bernard de Saint-Albin. 3 phrases, écrites à la main. Jean-Pierre, j'ai entendu dire que vous parliez au sommet de l'industrie manufacturière. Gardez-moi une place au premier rang. Fier de vous. Bernard. Je l'ai montré à Catherine ce soir-là. Elle l'a lu 2 fois, me l'a rendu. Encadre-la. Elle est sur le mur de mon bureau maintenant, à côté du premier contrat signé du premier client de Brennan Fletcher. Voici ce que je veux vous dire directement. Si une partie de cette histoire vous semble familière, vous avez probablement passé des décennies à construire quelque chose qui n'apparaît pas clairement sur un organigramme. Une connaissance qui vit dans vos mains et vos relations. Et à un moment donné, quelqu'un de plus jeune a décidé que ce que vous faites pouvait être résumé dans une description de poste et confié à quelqu'un de moins cher. Ils avaient tort. La question n'est pas de savoir si votre expérience a de la valeur.
Cette histoire met en lumière un phénomène de plus en plus courant dans le monde du travail moderne, particulièrement en France où la culture du diplôme et des processus digitaux prend parfois le pas sur le savoir-faire ancestral. Le personnage de Jean-Pierre incarne cette expertise irremplaçable, acquise au contact direct de la matière, loin des bureaux climatisés et des tablettes numériques. Sa transition de salarié sous-estimé à consultant indépendant hautement rémunéré est une leçon magistrale sur la loi de l'offre et de la demande de compétences rares. En France, le passage du statut de cadre à celui de prestataire de service permet souvent de reprendre le contrôle sur sa valeur professionnelle et son équilibre de vie. Le moment où Sandrine réalise que la théorie du MBA ne remplace pas l'intuition thermique est un tournant crucial que beaucoup de dirigeants actuels devraient méditer. La loyauté en entreprise est devenue une route à double sens, et lorsque la reconnaissance disparaît, le savoir, lui, reste la propriété exclusive de celui qui le détient. Jean-Pierre n'a pas seulement sauvé sa carrière, il a sécurisé l'avenir de sa famille tout en prouvant que la vraie valeur d'un travailleur ne réside pas dans son titre, mais dans sa capacité à résoudre des problèmes complexes que personne d'autre ne peut comprendre. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression que votre expertise était réduite à de simples cases sur une feuille de calcul alors que vous savez que votre rôle est bien plus profond ? Savez-vous vraiment quelle est la valeur réelle de votre expérience sur le marché actuel ?